Bienvenue sur la chaîne Une Histoire Algérienne. Dans les 4 premiers épisodes, on avait retracé l'histoire du pays, des origines jusqu'à la conquête romaine. Avant de passer à la période suivante, j'aimerais revenir sur un sujet qui est lié à cette époque, à l'Antiquité, et qui revient sur le devant de la scène ces derniers temps, celui de l'écriture de la langue berbère. Les linguistes débattent en ce moment sur l'alphabet à retenir pour retranscrire le thème Azirt. Certains sont favorables à l'alphabet latin, d'autres à l'alphabet arabe, et depuis quelques décennies, on voit apparaître un alphabet assez spécifique, qui s'appelle le tifinagh. Cet alphabet a été codifié il y a quelques dizaines d'années, mais il trouve ses racines dans un alphabet très ancien, que les historiens ont appelé l'alphabet libyque. Je vous propose de revenir sur l'histoire de cet alphabet libyque. Pour parler d'alphabet, il faut d'abord parler de l'apparition de l'alphabet, du moins dans la civilisation à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire celle du bassin méditerranéen au sens large, Afrique du Nord, Europe et Moyen-Orient. Les premiers foyers de civilisation de cette sphère culturelle sont la vallée de l'Euphrate, le Nil et le Levant. C'est ce qu'on appelle le croissant fertile. C'est là où les hommes ont développé l'agriculture. Ça a poussé à la sédentarisation et donc au développement des premières villes. C'est là qu'ont été formés les premiers systèmes d'écriture qui ont permis aux gens de communiquer. Le premier d'entre eux est l'alphabet cunéiforme. Il est apparu dans la Mésopotamie aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. Parallèlement à ça, un autre système se développait en Égypte, celui des hiéroglyphes. Le cunéiforme et les hiéroglyphes sont deux systèmes d'écriture liés à des idéogrammes, c'est-à-dire que chaque dessin représente un mot. Dans les hiéroglyphes, on garde des dessins assez stylisés, tandis que dans le cunéiforme, les dessins sont transformés petit à petit en idéogrammes abstraits, un peu à la manière de l'écriture chinoise actuelle. Ces deux systèmes vont évoluer petit à petit, et il y aura également d'autres systèmes qui se développeront dans le bassin méditerranéen. Aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ, il y a eu un système révolutionnaire, l'alphabet. Ce système a été développé quelque part entre Sinaï et la Palestine actuelle. Alors on lui a donné le nom de alphabet proto-sinaïtique ou alphabet proto-cananéen. Dans ce système, les lettres ne représentent plus des concepts, mais des sons. Le nombre de lettres va donc être très réduit. On dessine des concepts, des objets ou des animaux, mais seul le premier son de ce concept sera lu. Pour vous donner un exemple, voici les deux premières lettres. Cette lettre représente une tête de bœuf. Elle se dit elef, car le mot bœuf dans les langues cananéennes se dit elef. Mais dans l'alphabet, seul le son A est prononcé. La deuxième lettre représente une maison. Le mot maison se dit bet, et donc seul le son B sera prononcé. Il y aura une vingtaine d'autres lettres comme celle-ci qui formeront le premier alphabet. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot alphabet, des lettres alif et bet, bœuf et maison. Donc voilà, le mot alphabet signifie en réalité bœuf, maison. Pendant des centaines d'années, ce système sera développé par les Cananéens. Leurs descendants phéniciens vont développer l'alphabet, ils vont le simplifier et l'exporter partout dans le bassin méditerranéen. Les Phéniciens sont un peuple de marchands navigateurs, ils ont des contacts avec des peuples de toute la région. Avec le commerce, ils exportent leur alphabet. Ça servira de base à tous les alphabets de la région. Ça donnera naissance à l'alphabet grec, donc à l'alphabet latin, mais aussi à l'alphabet araméen, donc à l'alphabet hébreu, arabe, etc. En Afrique du Nord, le phénicien sera exporté quasiment tel quel. Comme les Phéniciens se sont installés sur place, ils n'ont pas eu besoin de modifier leur alphabet. Il y a eu quelques petites adaptations locales, mais c'est pas grand chose. L'alphabet phénicien qui est venu au Maghreb est devenu ce qu'on appelle l'alphabet punique. Mais l'alphabet phénicien et l'alphabet punique sont quasi la même chose. Dans l'Antiquité du Maghreb, il y avait deux alphabets qui cohabitaient. L'alphabet punique, phénicien, et l'alphabet libyque, qui est l'alphabet berbère. Ces deux alphabets sont liés, mais tous les historiens ne sont pas d'accord sur la nature des liens. Comme le phénicien est l'ancêtre de tous les alphabets, alors certains historiens disent que le libyque est une évolution locale du punique. Et d'autres disent plutôt que le libyque était à la base un système préalphabétique, un genre de hiéroglyphe qui est devenu un alphabet au contact du punique. L'alphabet punique est arrivé en Afrique du Nord avec les commerçants phéniciens, c'est-à-dire aux alentours des années 1000. Il s'est développé dans les endroits où s'était développée la langue punique, c'est-à-dire principalement l'est du Maghreb et tout le littoral. Le punique est un alphabet ebjed, c'est-à-dire un alphabet à base de consonnes, un peu comme l'alphabet arabe. Et comme l'arabe, il se lit de droite à gauche. Il a été utilisé partout dans le Maghreb. On le trouvait autour de Carthage, mais aussi dans toute la façade méditerranéenne. C'était l'alphabet des villes et des élites. Les rois numides, par exemple, l'utilisaient dans leur monnaie. Voici un exemple d'une stèle punique qu'on a retrouvée à Sirta. Dans cette stèle, il est écrit Nadar Ashandar Laqiyou ben Namrouch, L'ba al-Hammoun, Kitsma Qalou Berkou. C'est-à-dire, le vœu qu'a souhaité Laqiyou, fils de Namrouch, pour le dieu Baal Hamon, quand tu entendras sa voix, bénis-le. Si vous êtes familier avec l'arabe, vous pouvez voir que ça a des similarités avec l'arabe dialectal maghrébin. Voilà, si certains se demandent pourquoi le Maghreb a été arabisé rapidement, et pourquoi les dialectes maghrébins sont si différents, alors voilà le principal élément d'explication. Cette langue était parlée par certains berbères jusqu'à la fin de l'Antiquité.
Ces gens-là habitaient dans la périphérie des grandes villes, et lorsque les Arabes sont venus, ils ont absorbé l'arabe très rapidement, car le gap entre l'arabe et le punique n'était pas si grand que ça. La langue des nouveaux citadins arabes et la langue punique des banlieusards se sont mélangées et ont donné naissance aux premiers dialectes arabes maghrébins. Ces dialectes qui sont, comme tout le monde le sait, très différents des autres dialectes arabes. L'autre alphabet de l'Afrique du Nord est celui qu'on appelle l'alphabet libyque. C'est cet alphabet-là qui est le véritable alphabet berbère. L'alphabet libyque n'était pas codifié de manière fixe, mais avait plusieurs variantes. En fonction des régions, il y avait ou non des nouvelles lettres. L'alphabet pouvait se lire horizontalement ou verticalement. On peut grouper les variantes en 3 grands groupes. Le libyque oriental, le libyque occidental et le libyque du Sahara, que les Touaregs appellent Tifinagh. On a trouvé des inscriptions libyques quasiment partout en Afrique du Nord, des Canaries jusqu'au désert libyen, en passant par la Kabylie ou le Oga. Mais là où les archéologues ont trouvé le plus d'inscriptions, c'est dans la région du Constantinois, des Aurès et du centre tunisien. En d'autres termes, dans le cœur de la Numidie historique. Le fait que la Numidie ait eu une telle concentration de stèles puniques, tout en ayant une capitale, Cirta, qui soit quasi uniquement punicophone, a fait dire à certains historiens que les Berbères de Numidie ont adapté l'alphabet punique, qu'ils ont trouvé à Cirta. Et comme le libyque est aussi un alphabet abjad, c'est-à-dire un alphabet de consonnes, alors tout semblait concorder. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. J'ai une hypothèse personnelle là-dessus, ça demande confirmation, mais les éléments sont assez troublants. On a vu que tout à l'heure, les historiens avaient posé 2 hypothèses. Soit l'alphabet libyque est un dérivé du phénicien, soit il s'agit d'un système préalphabétique que les Berbères ont transformé en alphabet au contact des Phéniciens. L'hypothèse du système préalphabétique ne me semble pas vraiment réaliste. S'il s'agissait d'un système préalphabétique, alors il y aurait beaucoup plus de signes que ça. Il y aurait au minimum des centaines. Or, on n'a trouvé qu'une 30aine de lignes. Ça a tout l'air d'être un système alphabétique depuis le début. L'autre hypothèse, celle qui dit que c'est un dérivé du phénicien, ne me semble pas non plus réaliste. Les 2 alphabets se ressemblent, mais pas tant que ça en réalité. L'alphabet punique avait traversé les mers via des tablettes en argile. Les caractères du punique sont cursifs et très irréguliers. Le libyque, quant à lui, est fait avec des caractères réguliers, des traits bien droits et des ronds bien ronds. Et surtout, le libyque est utilisé dans des inscriptions sur des murs ou des grosses stèles. Il présente toutes les caractéristiques des langues qui ont voyagé par voie terrestre. Le libyque et le punique ont des similarités, mais lorsqu'on compare le libyque au premier alphabet, celui qui a été retrouvé à Sinaï, on se rend compte qu'il y a encore plus de similitudes. Certaines lettres de l'alphabet libyque ont l'air d'être des adaptations directes de cet alphabet proto-sinaïtique. Si cette théorie se vérifie, cela signifierait qu'un groupe de Berbères était en contact direct avec cet alphabet lorsqu'il était encore à ses balbutiements. Ce groupe a très probablement fait partie des peuples qui ont développé cet alphabet, le premier du monde. Lorsque ce groupe de Berbères est venu en Afrique du Nord, il a apporté cet alphabet dans ses bagages. L'alphabet a fini par se développer partout au Maghreb et a eu des différentes variantes. Des centaines d'années plus tard, les Berbères ont accueilli les Phéniciens, qui avaient dans leur tablette une autre version de l'alphabet cananéen. Les alphabets libyques et puniques ont donc coexisté dans la même sphère culturelle sans que l'un nuise à l'autre. Et si finalement la réponse était là, prendre conscience que notre peuple a toujours été plurilingue et qu'il n'y a pas besoin d'effacer une langue pour en maintenir une autre. Je pense qu'on éviterait beaucoup de débats inutiles. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi ce que vous avez pensé de l'hypothèse que j'ai présentée à la fin. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir et je reviens vers vous très rapidement avec l'épisode numéro 5 de la série sur l'Afrique romaine.